Bonsoir à tous et toutes nos excuses pour ce léger retard indépendant de notre volonté. Tout d'abord, ce rectificatif au communiqué du Conseil des ministres du lundi 30 septembre 2013 au niveau du point 3.2 du communiqué intitulé « Projet de loi de finances pour l'année budgétaire 2014 », il y a lieu de rectifier le chiffre du budget comme suit. Au lieu de le présent projet de loi de finances au titre de l'année budgétaire 2014 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 1 797 540 760 379 francs CFA. Le présent projet de loi de finances au titre de l'année budgétaire 2014 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 1804 40 760 379 francs CFA, le reste sans changement. Et puis ce message du président de la République à son homologue guinéen, le professeur Alpha Condé, il est ainsi libellé, Monsieur le Président et chers frères, le 2 octobre 2013 marque le 55e anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée. Je voudrais à cette occasion présenter à votre Excellence mes plus vives félicitations ainsi que celles du peuple nigérien au peuple frère de Guinée. Je tiens également à saluer le succès enregistré dans l'organisation des élections législatives qui viennent de se dérouler dans votre pays, qui marquent la maturité politique des Guinéennes et Guinéens et confortent le processus démocratique engagé sous votre conduite. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération. Signé Issoufou Mahamadou, Président de la République du Niger. Comme vous le savez, le lancement des travaux de l'hôpital de référence s'est déroulé hier à Niamey sous la présidence du président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, dans son intervention au cours de la cérémonie de lancement des travaux qui seront exécutés par une entreprise chinoise. L'ambassadeur de Chine au Niger a rappelé l'exemplarité de la coopération sino-nigérienne avant de saluer le programme de renaissance du président de la République Issoufou Mahamadou, un programme qui a permis de réaliser de grands projets de développement. Ce programme, a-t-il précisé, est en parfaite harmonie avec le rêve chinois. Nous vous proposons un extrait de l'intervention du diplomate chinois. Depuis mon arrivée au Niger, il y a un peu plus d'un an, ce qui m'impressionne le plus, c'est que le Niger est un pays plein de vigueur et d'espoir. Un pays qui offre une vaste perspective de développement. Sous la direction clairvoyante de son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, le gouvernement nigérien qui œuvre activement à développer l'économie, à améliorer les conditions de vie des populations et à maintenir la sécurité et la stabilité, a obtenu des succès remarquables. En 2012, le Niger a enregistré un taux de croissance économique de 10,8%. Selon les prévisions de la BCEAO, la croissance de cette année sera chiffrée à 7,7%. Malgré un ralentissement par rapport à l'année précédente, cela représente encore une croissance très importante. Il y a quelque temps, le FMI a classé le Niger parmi les économies les plus performantes dans le monde. En juillet dernier, le Niger est distingué par la FAO pour l'atteinte de l'objectif du millénaire pour le développement sur la réduction de moitié du nombre de personnes sous-alimentées. En même temps, la communauté internationale ne cesse d'accroître ses investissements au Niger. L'année dernière, au cours de la table ronde de Paris des partenaires techniques et financiers du Niger sur le PDES 2012 et 2015, le gouvernement nigérien a obtenu des engagements de financement pour un montant de 4,8 milliards de dollars, disposant ainsi des fonds suffisants pour la mise en œuvre des projets prioritaires planifiés par le PDES. Mesdames et messieurs, chers amis, il y a 64 ans, jour pour jour, la République populaire de Chine a été fondée.
Grâce aux efforts de plusieurs générations, le peuple chinois a obtenu des résultats merveilleux sur la voie de la modernisation. Au Niger, toujours en quête du renouveau de la nation et du bonheur du peuple, son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, a lancé le programme de renaissance qui comporte le PTES, le programme de l'initiative 3N, le projet Niamey-Niala, etc. Malgré les différences du moment de lancement et du contenu, le rêve chinois et le programme de renaissance du Niger ont comme point commun la recherche du développement de l'économie nationale, des meilleures conditions de vie du peuple et de la prospérité du pays selon leurs réalités respectives. Le rêve chinois et le programme de renaissance du Niger se ressemblent. C'est pourquoi la Chine et le Niger pourront promouvoir encore davantage la coopération gagnant-gagnant, travailler la main dans la main et s'inspirer mutuellement en vue de réaliser chacun son rêve. Pour terminer, je souhaite que les travaux de cet hôpital soient achevés dans le meilleur délai et que l'amitié sino-ilérienne soit éternelle. Arrivé ce matin à Niamey d'une délégation parlementaire tchadienne conduite par le président de l'Assemblée nationale du Tchad, Dr Haroun Kabati, accueilli par le premier vice-président de l'Assemblée nationale du Niger. Dr Haroun Kabati est accompagné d'une forte délégation. Ouverture ce matin à l'Assemblée nationale toujours d'un atelier d'information des parlementaires de la Commission Finances et Budget et des responsables des régies financières sur l'augmentation des taxes sur le tabac au Niger. Cet atelier est organisé par le réseau des parlementaires nigériens pour la lutte anti-tabac avec l'appui technique et financier de SOS Tabagisme Niger. Et c'est le 4e vice-président de l'Assemblée nationale qui a présidé cette cérémonie. Compte rendu, Khadijatou Hassan et Sani Issouf. Il faut le rappeler, depuis quelques années, le Niger s'est distingué dans le mouvement mondial de lutte contre le tabac grâce à l'engagement des décideurs politiques à tous les niveaux. Cette lutte contre le fléau du tabagisme fait son bonhomme de chemin dans notre pays, en dépit des contraintes auxquelles font face les acteurs dont, entre autres, l'insuffisance des moyens humains, matériels et financiers et le manque d'un programme national de lutte contre le tabac. Et pour que cette lutte soit efficace, il va falloir prendre des dispositions appropriées. Aussi, il y a de nos jours de nouvelles préoccupations de la lutte contre le tabac que nous devons prendre en compte dans notre politique de lutte anti-tabac, notamment les majorations financières et fiscales sur le tabac et la lutte contre le commerce illicite des produits du tabac. En effet, l'article 6 de la Convention cadre de l'Organisation mondiale pour la santé pour la lutte anti-tabac que notre pays a ratifié depuis avril 2006 stipule clairement que, et je cite, les parties reconnaissent que les mesures financières et fiscales sont un moyen efficace et important de réduire la consommation de tabac pour diverses catégories de la population, en particulier les jeunes. Fin de citation. Ainsi, l'augmentation des taxes sur les produits du tabac entraînerait une hausse des prix, laquelle, à son tour, aura un effet bénéfique sur la santé en réduisant la consommation de tabac et partant la mortalité et la morbidité qui en découlent. En terminant son discours, le 4e vice-président de l'Assemblée nationale a pris des engagements en vue d'accompagner l'adoption des mesures financières et fiscales sur le tabac dans notre pays. Le Conseil national du dialogue politique, CNDP, s'est réuni cet après-midi sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement, président du dit Conseil. Le groupe ARN et le parti PJD ont envoyé une correspondance pour une non-participation à la réunion. Le groupe des non-affiliés et le parti Modem Falumana, eux, se sont retirés. La réunion avait un seul point à son ordre du jour, relatif notamment à la réélecture de l'avant-projet de loi modifiant le code électoral, suivant à cet effet la conclusion de cette réunion. Donc nous sommes au terme de nos discussions autour de cet avant-projet de loi modifiant le code électoral. Je crois que l'ensemble des points objets de nos discussions
ont débouché sur des conclusions consensuelles qui ont fait en tout cas l'objet d'une grande analyse et vous êtes tombés d'accord en tout cas sur les différentes propositions, les différentes conclusions qui se résument autour de 3 points. D'abord au niveau du secrétariat général de la CENI. Je pense que là, quelques légers amendements ont été apportés à la formulation qui était contenue dans l'avant-projet pour faire en sorte que, effectivement, au niveau du secrétariat général, on puisse disposer de cadres à la hauteur de cette mission. Il s'agit de cadres A1 ou équivalent, ou de niveau équivalent. La question de la composition du comité du fichier électoral biométrique également a été l'objet d'un consensus, notamment en ce qui concerne la composition de ce comité. Vous avez estimé à juste titre qu'il s'agit d'abord d'un comité technique qui doit à ce titre être assez léger, donc pas trop de membres, et créer un conseil national du fichier national biométrique de manière à ce qu'il puisse suivre et valider les travaux du comité technique. Donc je pense que là il s'agit d'une véritable avancée dans ce débat concernant la participation des partis politiques aux travaux du comité technique, du comité du fichier national biométrique. La question de la diaspora, je pense que là également vous êtes en accord avec les propositions qui sont au niveau qui ont été inscrites sur ce texte quant à la prise en compte du vote des Nigériens à l'extérieur et à la création de circonscriptions électorales à l'extérieur afin de représenter les Nigériens de l'étranger à l'Assemblée nationale. Je pense que là, il s'agit véritablement de questions concrètes et pratiques sur lesquelles vous avez tiré des conclusions claires, avec une vision claire, et nous allons transmettre vos propositions, vos conclusions au gouvernement, Inch'Allah, qui va les soumettre à l'Assemblée nationale. C'est vrai que malheureusement certains des membres du comité du Conseil national du dialogue politique n'ont pas jugé utile d'être avec nous cet après-midi, mais je pense que ce n'est que partie remise. Nous nous retrouverons certainement pour résoudre les difficultés de l'heure. Il n'y a pas lieu de considérer qu'il y a une quelconque rupture. C'est des épisodes, je suis convaincu, que nous allons surmonter très prochainement. Sur ce, je vous remercie infiniment pour votre participation. Notez ces 2 audiences au cabinet du Premier ministre. Le chef du gouvernement a tout d'abord reçu l'ambassadeur du Japon au Niger. La deuxième audience, le chef du gouvernement, Birji Rafini, l'a accordée au chargé d'affaires du Pakistan au Niger. La première dame, Dr Malika Issoufou, a présidé ce matin à Tillabéri la cérémonie commémorative de la Journée mondiale de la contraception édition 2013 sous le thème « Quand un couple peut planifier ses naissances, il peut planifier sa vie ». La première dame a mis aussi à profit cette journée pour procéder à la remise d'un important don de 60 groupes électrogènes pour alimenter en énergie les CSI de la région. Le compte rendu de James Didier et Jupono.
Lancée en 2007, la journée mondiale de la contraception est célébrée le 2 octobre de chaque année et c'est la région de Tillabéri qui abrite les manifestations de la 7e édition sous le parrainage de la première dame, Dr Issoufou Malika, présidente de la fondation Tantale Yali. Placé sous le thème cette année, quand un couple peut planifier ses naissances, il peut planifier sa vie, la cérémonie de cette présente journée a été marquée par des chants, des sketchs d'informations très riches en couleurs. Plusieurs allocutions ont également marqué cette cérémonie, dans celle du maire de la commune urbaine de Tillabéri et l'intervention du gouverneur de la région qui ont tous salué la présence de la marraine et salué également le choix de leur ville qui abrite la journée mondiale de la contraception édition 2013. Autre intervention, celle de la représentante du Fonds des Nations Unies pour la population FUNEP qui, après avoir brossé un tableau peu reluisant sur la santé de la reproduction, a salué les efforts consentis par le Niger pour améliorer le système sanitaire. Au Niger, 16% des femmes souhaitent retarder leur prochaine grossesse, mais n'utilisent aucune méthode contraceptive moderne. Vous conviendrez avec moi que les besoins non satisfaits en planification familiale restent élevés et sont source de grossesses non désirées, d'avortements clandestins à risque et de décès maternels. Mais aujourd'hui, au Niger, l'engagement politique est visible au plus haut niveau. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mahamadou Issoufou, a dit lors du lancement de la campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle, ceci pour réduire le taux de mortalité maternelle infantile, il faut prendre en compte toutes ces causes en s'attaquant aux racines de la pauvreté, en scolarisant les jeunes filles, en améliorant l'état sanitaire du pays et en libérant les femmes des corvées ménagères. Le ministre de la Santé publique, dans son allocution, a rendu un hommage particulier à la première dame, Dr Issoufou Malika, marraine de cette journée qui œuvre sans relâche pour le bien-être des populations. Je voudrais rendre un hommage à toutes celles, à tous ceux qui, à travers la planification familiale, œuvrent pour le bien-être de leur famille et de leur communauté. Je pense particulièrement à la première dame, Dr Malika Issoufou, marraine de cette journée. Ce thème invite à la concertation au sein du couple, car la planification familiale, c'est une affaire du couple. L'objectif visé à travers cette journée est de mener un plaidoyer auprès des décideurs politiques pour la priorisation de la planification familiale comme stratégie incontournable d'un développement social durable. Le clou de cette cérémonie est l'intervention de la première dame, Dr Issoufou Malika, très engagée pour la promotion du bien-être des familles. Consciente des difficultés réelles auxquelles sont confrontées aujourd'hui les femmes lors des accouchements dans les différents centres de santé, Dr Issoufou Malika a remis un don de 60 groupes électrogènes pour alimenter en énergie les CSI de la région qui manquent souvent d'électricité. La cérémonie de cette 7e édition a été également marquée par la remise des attestations aux organismes, associations, ONG, aux hommes et femmes qui œuvrent pour la promotion de la politique du planning familial. Des grands prix et des prix d'encouragement des meilleurs documentaires, reportages et groupes théâtrales sur la planning familiale ont été attribués aux lauréats sélectionnés à l'issue d'un concours organisé par la Direction de la santé et de reproduction.
Très sensible aux souffrances des femmes et des enfants, Dr Issoufou Malika, science tenante lors de cette visite, a manifesté son assistance et sa solidarité à cette femme qui a accouché détriplée. La région de Zender aussi a célébré avec l'appui financier de l'UNFPA la journée mondiale de la contraception, où le lancement officiel des activités a eu lieu à Taketa sous la présidence du secrétaire général de la région. Compte rendu, Garb Maman Kabiru et Fajibka. Contribuer à la création d'un environnement favorable à la planification familiale dans un cadre général et de manière spécifique faire un plaidoyer auprès des pouvoirs publics, politiques, parlementaires, ainsi qu'auprès de la société civile, les partenaires techniques et financiers et les réseaux des associations de la chefferie traditionnelle et leaders religieux en vue d'accroître leur engagement et soutien à la promotion d'un environnement socio-culturel et religieux favorable à la planification familiale et à la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du plan national de la planification familiale 2013-2020, informer et sensibiliser les populations, en particulier les adolescents et les jeunes, sur l'importance de la contraception. Tels sont les objectifs assignés à cette journée mondiale de la contraception, célébrée le 26 septembre de chaque année, et dont les activités commémoratives de l'édition 2013 sont lancées ce mercredi avec pour thème central « Quand un couple peut planifier ses naissances, il peut planifier sa vie ». Ce thème devait en substance dire le secrétaire général adjoint de la région de Zender qui présidait le lancement à Taketa vise à leur rappeler que le fait qu'un couple planifie ses naissances, il est alors plus un moyen d'investir davantage dans chaque enfant, c'est-à-dire offrir à chaque enfant une nourriture suffisante, une éducation et des soins de santé. Cette occasion qu'offre la commémoration de la journée mondiale de la contraception pour que le Niger récolte finalement les avantages énormes que la planification a à offrir en termes de nombre de vies sauvées et de développement durable ne doit pas être perdu, devait préciser Issa Moussa, et d'indiquer que cet engagement au plus haut niveau résonne encore dans les esprits et les cœurs des Nigériens depuis qu'il a été réaffirmé solennellement le 7 avril 2011 par le président de la République Issoufou Mahamadou dans son discours d'investiture. Auparavant, le préfet de Taketa, Moussa Massalati Soumana, dans son allocution, n'a pas manqué de réitérer son engagement quant à sensibiliser les populations, particulièrement les jeunes, sur les avantages directs et indirects de la contraception sur la santé, sur l'éducation des enfants et sur la croissance économique de son entité administrative partant du Niger tout entier. Quant au maire de la commune rurale de Garagoussa, dans son mot de bienvenue, il a tenu à exprimer toute sa satisfaction pour le choix porté sur Taketa afin d'abriter cette cérémonie. Et puis le président de l'Assemblée nationale, Hamamadou, vient juste de regagner Niamey, en provenance de Togo, où il a pris part à la cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire dite budgétaire du Parlement togolais au titre de l'année 2013. À sa descente d'avion, Hamamadou a été accueilli par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Daouda Mamadou Marté, et puis salué par les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Parlons à présent d'éducation. Le lancement officiel de la rentrée scolaire 2013-2014 à Maradi a été un motif de satisfaction pour la ministre de l'Enseignement primaire, mais aussi un gage d'optimisme pour les partenaires techniques et financiers. Je suis effectivement très heureux de passer cette journée de rentrée scolaire ici à Maradi en compagnie de Madame la ministre de l'Éducation. C'est un peu une promesse et un engagement que nous avions pris il y a quelques mois quand les livres qui ont été financés par la France sont arrivés à Niamey. C'était avant l'été et nous avions dit que nous nous retrouverions le jour de la rentrée pour constater que les livres étaient bien arrivés dans toutes les écoles du pays et que les élèves pouvaient en profiter. Et donc c'est ce que nous avons fait ce matin avec la ministre, avec l'ensemble des hautes autorités, puis les autres partenaires techniques et financiers. Nous sommes allés dans plusieurs écoles et nous avons vu à chaque fois que les livres étaient bien arrivés, les fournitures scolaires aussi, et donc ce sont de bonnes bases pour que la rentrée scolaire puisse démarrer, que les enfants puissent travailler dans de bonnes conditions. Je suis optimiste à la fois parce que j'ai vu effectivement aujourd'hui qu'ici à Maradi,
les conditions étaient réunies, mais aussi parce que les autres responsables du ministère m'ont dit que c'était la même chose dans les autres communes, y compris dans des communes rurales, donc c'est pas seulement dans les grandes villes. Il faudra évidemment que tout ça se mette en place, mais on peut être confiant, en tout cas avec ces 3 millions de manuels scolaires, puisque au total ça sera 3 millions de manuels scolaires, les enfants ont toutes les chances, je dirais, de bien travailler. Et je pense pouvoir parler au nom de tous les partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation pour manifester notre grande satisfaction pour ce lancement de l'année scolaire 2013-2014. D'abord, ça a lieu au 1er octobre, donc à l'heure, à la bonne date, ponctuelle, comme ça devrait être, sans retard, sans délai. 2, on a pu voir sur place les manuels scolaires et je dirais que c'est une première, démarrer l'année scolaire avec 3 millions de livres pour tous les élèves de l'école primaire du pays, pratiquement. C'est un grand acquis et ça, je pense qu'il faut remercier la coopération française et l'AFD qui a exécuté ces financements parce qu'on peut bien penser que l'éducation n'est pas seulement fait d'accès, ce n'est pas seulement l'infrastructure, mais c'est aussi le matériel, c'est le manuel scolaire, c'est la formation des enseignants qui compte. Donc les grands défis de la qualité, de l'amélioration de la qualité de l'éducation, je pense que tous ensemble nous sommes en train de les relever. Et finalement, je voudrais féliciter Madame la Ministre pour cette initiative de venir à Maradi faire le lancement de l'année scolaire, parce que je pense que ça va dans le sens de la décentralisation, ça va dans le sens d'un rapprochement là où il y a les problèmes, là où il y a les élèves, là où il y a la population. Donc je pense que certainement la satisfaction des partenaires est manifestée et nous sommes très contents d'avoir été ici aujourd'hui et d'avoir vu avec nos yeux que l'année scolaire commence et commence avec les meilleurs auspices. C'était un engagement que nous avons pris pour venir de constater de visu si réellement les manuels qui ont été offerts gracieusement par l'AFD au ministère de l'Éducation nationale sont arrivés à leurs bénéficiaires. Et ça, donc, nous l'avons constaté, que les manuels sont entre les mains des élèves, en tout cas au niveau des écoles que nous avons visitées. Et en plus des manuels, l'État a mis aussi à la disposition des écoles des fournitures d'une valeur de 2,5 milliards qui sont aussi distribuées dans toutes les écoles du pays. Nous avons trouvé également le personnel d'encadrement, les enseignants, qui sont aussi dans les classes avec les élèves. Et on peut dire que vraiment nous sommes très satisfaits du démarrage des cours à la date prévue. Et on ne peut qu'encourager les enseignants et souhaiter une bonne année scolaire aux élèves. Et je tiens aussi à remercier tous les partenaires qui sont avec nous. Et leur présence ici, comme je le disais tantôt, témoigne de leur engagement à accompagner le gouvernement dans ses efforts de scolarisation des enfants. Rentrée scolaire toujours au niveau du secondaire de la région de Dosso. Cette année, le ministère a mis à la disposition de la région des manuels scolaires. Reportage Ousmane Abdou et Habibou Bako. Les préparatifs de la rentrée scolaire 2013-2014 ont commencé depuis la fin de l'année écoulée avec la tenue de la réunion de passage et redoublement au niveau des différentes entités administratives et au niveau de la région pour stabiliser les effectifs et aussi une mission à sillonner tous les départements afin d'appuyer les conseillers régionaux de l'éducation. Aussi, pour identifier un certain nombre de points qui minent l'école nigérienne. Les propositions de chaque département ont été examinées et des mesures idoines ont été prises. Aussi, les fournitures scolaires et les manuels scolaires ont été mis à la disposition de la région. Le ministère de l'enseignement secondaire a mis à notre disposition des fournitures scolaires et des manuels scolaires. Et le ministère de l'Éducation nationale a mis aussi à notre disposition des fournitures scolaires parce que les commandes avaient eu lieu au niveau de ce ministère pour les collèges. Donc tout ce matériel est venu avant la rentrée. Nous avons fait une répartition de l'ensemble des fournitures et des manuels qui nous sont parvenus et nous avons appelé les inspecteurs qui les ont mis à leur tour en place au niveau de ces établissements avant la rentrée. Nous avons eu l'honneur d'accueillir la ministre des Enseignements secondaires accompagnée du ministre de la Jeunesse et Sport pour le lancement de la rentrée au niveau de Dosso.
ils ont fait un certain nombre d'établissements, parce qu'on n'a pas fait tous les établissements au niveau de la commune de Dosso, qu'ils ont jugé satisfaisants à la fin de la réunion. Et lors de ces visites, nous avons eu effectivement des parents d'élèves, des chefs d'établissement qui ont témoigné, parce qu'au niveau du CGM, par exemple, le président de l'association des parents d'élèves a eu à dire à la ministre que c'est la première fois depuis près de 10 ans qu'ils ont beaucoup de fournitures par élève au niveau de ces établissements-là. Au niveau, par exemple, d'un CES, on a eu aussi un témoignage vraiment épatant, parce que le président du COGES et le proviseur disent que depuis 2006 que leur établissement est transformé en CES, ils n'ont jamais vu des livres dans leur établissement, si ce n'est pas cette année. Pour les manuels, c'est une première fois depuis la création en 2006. Nous n'avons jamais vu un livre, que ce soit en mathématiques ou en français. En tout cas, le second cycle, c'est pour la première fois. Donc c'est pourquoi nous tenons vraiment à remercier et à présenter toutes nos reconnaissances vraiment de ce fait aux autorités de la 7e République. Vraiment, même les élèves, quand ils ont vu, ils ont applaudi. Tout le monde a applaudi parce qu'ils n'ont jamais vu un livre de mathématiques en second cycle. Les autorités de la 7e République comptent beaucoup sur les élèves et les parents pour l'entretien de ces manuels afin qu'ils puissent servir à d'autres générations. Le ministre de la Formation professionnelle et technique était ce matin dans le département de Tira. Il a visité le lycée professionnel agricole en chantier et discuté avec le personnel administratif et les élèves sur leurs conditions de travail, notamment par rapport à l'effectivité de la rentrée scolaire. Compte rendu, Seyni Soumaïla Ibrahim et Mohamedou Adam. La visite du lycée professionnel agricole, premier de son genre et unique au Niger, est la raison qui motive aujourd'hui le déplacement du ministre des Enseignements professionnels et techniques à Tera. Une des premières étapes de cette visite, le chantier du dit lycée qui s'étendra sur 25 hectares, champ d'expérimentation oblige. Présentement, c'est le bloc administratif et 6 salles de classe à 2 niveaux qui sont en construction et qui seront réceptionnées dans les 6 prochains mois. Pour l'instant donc, les 104 élèves des 2 premières années auxquels s'ajouteront 60 de cette année squattent pêle-mêle dans les différents établissements de la commune de Tera, comme ici au CES où le ministre s'est adressé à eux. Vous savez qu'on dit que le Niger a 2 mamelles, l'agriculture et l'élevage. Et vous, en tant que dans le lycée agricole, c'est vous donc qui vous occupez de tout ça, et de l'agriculture et de l'élevage. Ça veut dire que l'avenir du pays, la lutte contre la faim, la sécurité alimentaire est entre vos mains. C'est sur vous que le Niger compte. Les premières universités américaines ont été des universités agricoles. Donc c'est important que dans notre pays, qu'il y ait des lycées agricoles et des facultés d'agronomie. Plus tard, donc là, vous avez la chance que votre région ait été choisie pour abriter le premier lycée agricole du Niger pratiquement. À part l'IPDR de Polo. Donc je vous exhorte vraiment à continuer. Vous avez tout notre soutien et nous ferons en sorte que les problèmes que vous pourriez rencontrer, donc de leur trouver une solution. Profitant de la visite, les élèves du lycée professionnel agricole ont lu une lettre de doléance au ministre qui n'a pas manqué de les assurer sur le traitement positif à la mesure de ses compétences qu'il compte réserver à ces doléances. Après les élèves, place au personnel administratif d'échanger avec le ministre et de passer au crible les difficultés qui freinent le bon fonctionnement de ce lycée de référence qui présentera ses premiers candidats au baccalauréat cette session. Raison suffisante pour le ministre de s'engager dans la recherche immédiate de solutions à toutes les difficultés évoquées qui ont pour entre autres noms manque de personnel enseignant suffisant, tant au niveau de la série agricole que la série élevage, éloignement des champs d'expérimentation du cours d'eau. À toutes ces difficultés séances tenantes, des propositions ont été faites avec les cadres du ministère pour des solutions définitives.
En marge de ce déplacement, le ministre et son staff ont également visité le centre de formation en développement communautaire en stade de finition et chemin faisant, l'inspection des enseignements moyens de terrain a aussi réussi la visite de la délégation ministérielle. La coopération entre le Niger et le pays du soleil levant se porte à merveille. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses a réceptionné ce matin un important don de matériel offert par le gouvernement japonais au profit des populations sinistrées du Niger. Ce don est d'une valeur de 16 millions, soit environ 80 millions de francs CFA. Compte rendu Hamzat Mahamadou et Sidiko Abdou. D'une valeur de plus de 80 millions de francs CFA, ce don du gouvernement du Japon au profit des sinistrés des récentes inondations est composé de 7500 couvertures, 5000 bidons jerrycans et 7500 moustiquaires. Ce don de matériel vient en réponse à l'appel à la solidarité internationale lancé le 6 septembre dernier par le gouvernement du Niger. C'est avec un honneur que je participe aujourd'hui à la cérémonie de remise officielle du don de matériel du gouvernement du Japon en faveur des populations nigériennes touchées par ces catastrophes naturelles. Cette assistance du Japon intervient dans le cadre des récentes inondations qui ont malheureusement occasionné de sérieux dégâts matériels et en vie humaine au Niger. En tenant compte de l'ampleur et le gouvernement du Japon a décidé d'octroyer à travers la JICA cette aide d'urgence. En réceptionnant ce matériel, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation, des affaires coutumières et religieuses a salué les autorités japonaises pour avoir répondu avec promptitude à l'appel des autorités du Niger. Il a par conséquent affirmé que ce don ira droit aux bénéficiaires. Ce geste, au-delà de l'aide d'urgence qu'il constitue, est aussi la manifestation d'une solidarité qui ne s'est jamais démentie entre le peuple japonais et le peuple nigérien. Nous apprécions, vous venez de parler du don de 5 millions de dollars en 2012, c'est l'année fiscale 2012, l'année fiscale japonaise, que nous apprécions hautement. Les relations entre le Niger et le Japon sont de vieilles relations qui sont non seulement des relations d'amitié, mais aussi des relations dans l'entreprise d'exploitation de l'uranium dans notre pays. La signature de ce document démontre une fois de plus la disponibilité du peuple japonais à rester aux côtés du peuple nigérien dans les moments difficiles. La distribution de ce matériel aux populations sinistrées sera faite par l'UNICEF en collaboration avec le gouvernement du Niger. Comme vous venez de suivre, le don est d'une valeur de 16 millions de yens, soit environ 80 millions de francs CFA. Le ministère de la Santé publique a également reçu cet après-midi un don de 5 millions de dollars américains du gouvernement japonais, un don composé essentiellement de produits pharmaceutiques et autres intrants qui permettra au Niger de mieux approvisionner ses centres de santé. Gunga Gimbrima et Sani Issouf. Ce don du gouvernement japonais d'une valeur de 2,4 milliards de francs CFA est composé de produits pharmaceutiques essentiels, de micronutriments, moustiquaires et équipements de chaîne de froid destinés à nos centres de santé. Ainsi, par le biais de l'UNICEF, le Japon a bien voulu apporter cet appui essentiel qui soulagera sans nul doute les besoins du Niger en matière de santé. Un geste salué par l'UNICEF qui, grâce à son représentant, a magnifié les efforts du gouvernement nippon. L'ambassadeur du Japon au Niger a loué aussi l'excellence de la coopération nigéro-japonaise. Son gouvernement, a-t-il ajouté, ne ménagera aucun effort pour répondre aux sollicitations du Niger. Cette action de grande portée sociale et humanitaire s'inscrit dans le cadre de la coopération multilatérale entre le Japon et le Niger à travers l'UNICEF. Elle concerne un appui au gouvernement nigérien en vue de mener une lutte efficace dans le domaine de la santé et de la nutrition infantile. Ce projet permettra au ministère de la Santé publique, à travers l'UNICEF, de venir en aide aux enfants et les mères vulnérables affectés par des difficultés
sanitaires de tous genres. Pour la partie nigérienne, ce don vient à point nommé car il permettra à notre pays de faire face aux défis sanitaires, notamment chez les femmes et les enfants. Grâce à cette subvention, nous sommes à même de fournir aux cases de santé, aux centres de santé et aux hôpitaux l'équipement, la formation et les médicaments nécessaires pour prévenir et guérir la malnutrition et les maladies de l'enfance telles que la diarrhée, les infections respiratoires aiguës ou le paludisme. Ce dont nous permet d'assurer un suivi approprié des mères et des femmes enceintes. Un des partenaires clés du Niger, le Japon, a intensifié ces dernières années son appui en matière de santé. Ainsi, entre 2009 et 2013, à travers l'UNICEF, plus de 17,5 millions de dollars américains ont été mis à la disposition du ministère de la Santé publique. Activité ministérielle toujours, poursuite des visites de prise de contact du docteur Kafare Kiatou Christelle Jacou dans les unités industrielles de la communauté urbaine de Niamey. La ministre déléguée au développement industriel s'est rendue ce matin dans plusieurs unités pour s'inquiéter de leur fonctionnement. Les détails avec Joari Isiaka et Hamidou Abdoulaye. Au total, 6 unités industrielles visitées, 4 imprimeries, une boulangerie et une société de distribution de gaz. Pour les imprimeries, il s'agit de l'imprimerie des nouvelles techniques d'impression, l'imprimerie Albarka, l'imprimerie Stanicom et enfin la nouvelle imprimerie du Niger. Toutes ces entreprises d'impression ont présenté au ministre et à sa délégation les différentes étapes et processus de l'impression d'un document et aussi présenté les équipements indispensables au fonctionnement de leurs unités. À la boulangerie d'Adi, la délégation ministérielle a visité les locaux et découvert les différentes productions pâtissières que fournit cette boulangerie. La SONI, Société nigérienne des hydrocarbures, c'est une unité de distribution de gaz. Elle est créée en août 2000 et dispose de 3 centres en activité, à savoir Niamey, Agadez et Zander. Selon les responsables, elle fait face à des contraintes comme la non-exonération sur les emballages, la fiscalité pour ne citer que cela. Le but de cette visite est de nous enquérir des problèmes et de voir comment fonctionnent ces industries. Et là, je pense que le but il est atteint. Et nous avons pris la décision d'organiser une réunion de restitution. Au terme de cette réunion, voir les solutions. Au cours de cette réunion, on aura à inviter tous les acteurs qui rentrent dans l'industrie, à savoir le ministère de l'Énergie, la Nigélec et la douane. Donc avec tous ces acteurs, on verra les solutions pour pouvoir bien asseoir l'industrie au Niger. Le ministre a été sensible à toutes ces doléances, a réaffirmé sa disponibilité à les accompagner dans leurs missions respectives. Les visites de ce matin mettent fin ainsi à la première phase du calendrier du ministre délégué au développement industriel, entamé dans les différentes unités industrielles de la communauté urbaine de Niamey depuis le 23 septembre dernier. Cérémonie de passation de service entre le directeur général de Unilever entrant et celui sortant s'est déroulée hier après-midi dans les locaux du Grand Hôtel de Niamey. La cérémonie s'est tenue en présence de la ministre déléguée au développement industriel, du personnel de Unilever et de nombreux invités. Compte rendu Guy Mathieu et Issouf Samel. L'histoire retiendra que c'est avec le directeur général sortant, Sidiki Diakité, que Unilever a obtenu le prix de l'excellence de la qualité UEMOA 2012. Pour le représentant du personnel, pendant 30 ans, Sidiki Diakité a dirigé Unilever avec professionnalisme, innovation et rénovation des équipements de l'usine. Les souhaits de bonne chance ont été aussi adressés au directeur général sortant et entrant dans leurs nouvelles fonctions respectives. Vous m'avez quasiment attribué toutes les performances de la société, c'est très gentil. Je suis peut-être arrivé à un moment où il y a eu un peu plus de chance pour les faire, mais le mérite revient en premier lieu au personnel de la société, que je vois travailler tous les jours avec acharnement et détermination. Jean-Marie, je n'ai aucun doute que vous allez réussir, et je veux ici publiquement former pour vous tous mes vœux de succès. Monsieur Diakité, c'est donc un aîné, c'est un ami. Notre objectif, je pense, est clair. C'est qu'au sein des pays francophones dans lesquels Unilever opère, nous avons décidé d'être en tête.
La société Unilever est présente sur le marché dans les domaines de l'agroalimentaire et des produits chimiques. Lors de ma visite, j'ai vu une entreprise dynamique, j'ai vu un personnel courageux et surtout un personnel qui se bat pour que l'entreprise vive. J'espère que la fête sera belle et qu'on se retrouvera un jour prochain pour faire le point de ce que Unilever va devenir. Nous sommes disposés en tout cas à travailler avec notre homologue du développement industriel pour que toutes les conditions de facilité et d'accompagnement soient créées pour Unilever, parce que c'est quand il y a des investissements qu'il peut y avoir des emplois. Et c'est notre cheval de bataille et nous n'allons pas en tout cas lésirer sur les moyens qu'il faut pour accompagner cette entreprise, pour qu'elle vive, pour qu'elle investisse et qu'elle crée des emplois. L'on notera aussi l'intervention du président du conseil d'administration de Unilever, Amadou Diofo. Enfin, ce fut la remise de témoignages de satisfaction pour récompenser 6 agents ayant plus de 30 ans de service à Unilever Niger. La République fédérale du Nigeria a commémoré hier 1er octobre le 53e anniversaire de son accession à l'indépendance. À cette occasion, c'est une réception que l'ambassadeur du Nigeria, Aliou Isaka Sokoto, au Niger, a offert au Grand Hôtel de Niamey. Plusieurs personnalités civiles et militaires étaient présentes. Gérard Ablaziz et Issoufou Suleiman. C'est au niveau des jardins du Grand Hôtel de Niamey que l'ambassadeur du Nigeria au Niger, Aliou Isaka Sokoto, a accueilli ses hôtes à l'occasion du 53e anniversaire de l'indépendance du Nigeria. Parmi les personnalités ayant fait le déplacement, on notait des présidents d'institutions républicaines, des membres du gouvernement et du corps diplomatique accrédités au Niger. Après les hymnes du Niger et du Nigeria, Aliou Isaka Sokoto a rappelé le caractère spécial des relations d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays et dont le bilan de la quarantaine d'années de la création de la commission mixte est très positif. On retiendra que la frontière nigéro-nigérienne a été pacifiquement bornée, la sécurité transfrontalière et la sécurité alimentaire ont été promues, des routes ont été construites, l'interconnexion énergétique a été réalisée, des bassins versants transfrontaliers ont été aménagés, des efforts de lutte contre la désertification, la dégradation des terres et les ennemis de culture ont été encouragés. Les échanges dans les domaines de la santé, l'éducation, de l'élevage, de la coopération sociale, culturelle, sportive ont été organisés. Beaucoup reste à faire cependant. Les deux pays entendent diversifier et renforcer davantage la coopération qui les lie. Il faut noter que le Nigeria, membre de la CEDEAO au même titre que le Niger, avec plus de 170 millions d'habitants en 2012, occupe la première place en Afrique et la 7e au monde en termes de population. Malgré une production de pétrole importante, le Nigeria demeure un pays relativement pauvre. La valeur de son PIB total le place à la 2e position en Afrique en 2008, derrière l'Afrique du Sud et devant l'Égypte. Les élections qui se sont déroulées en avril 2011 ont été reconnues par la communauté nationale et internationale comme les plus libres, équitables et transparentes depuis l'indépendance du pays en 1960. Au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, cet après-midi, c'est une conférence de presse qui a été organisée en prélude au forum de haut niveau sur l'eau et l'assainissement prévu du 21 au 23 novembre 2013 en République de Côte d'Ivoire. L'objectif de cette activité, présidée par le secrétaire général du dit ministère Bawa Garba, est d'informer et de sensibiliser les acteurs du secteur en question sur les tenants et aboutissants de cette grande et importante rencontre d'Abidjan. Gérard Ablaziz et Akoti Ouaglassa. 3 principaux sujets ont été abordés au cours de cette conférence de presse. Le premier, relatif aux 25 ans d'existence de l'Agence panafricaine pour l'eau et l'assainissement EAA, a été développé par le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement Bawa Garba. Créé à sa création en 1988, puis EAA en 2011, cette institution présente au Niger depuis 2002 appuie les 32 pays africains membres dans la mise en œuvre de leur politique en matière d'eau et d'assainissement, en finançant depuis un certain temps maintenant, à hauteur de 75%, les projets et programmes innovants.
Le second point évoqué au cours de cette conférence de presse par le directeur général de l'hydraulique au ministère de l'hydraulique et de l'environnement, Tankari Chebou, a été les activités réalisées par le Niger à la tête du Conseil des ministres de l'institution. En effet, depuis 2011, le Niger assure la présidence du Conseil des ministres, un honneur pour le pays. Récemment, le rôle déterminant que le Niger a joué pendant ces 3 mandats successifs a été souligné et salué. Le troisième et dernier sous-thème débattu au cours de ce face-à-face avec la presse qui a enregistré la présence du président du REGEA, Ousmane Dambaji, a été le forum de haut niveau sur l'eau et l'assainissement, dont l'édition 2013, la 3e du genre, se tiendra à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire, du 21 au 23 novembre prochain, en collaboration avec le gouvernement ivoirien. Le représentant résident de EAA au Niger, Yacoub Zabeurou, qui s'est appesanti là-dessus, a indiqué que le forum attend environ 1000 participants et parmi les grandes innovations, il a souligné la présence des chefs d'État et des ministres des Finances, en plus des ministres de l'eau et de l'assainissement des pays africains. Les sessions des rencontres d'affaires prévues au cours de cette édition espèrent la participation massive d'au moins 300 investisseurs des pays émergents du Sud, comme la Chine, l'Inde, le Brésil ou encore l'Afrique du Sud. Elle se fixe comme objectif de mobiliser le secteur privé africain pour le développement de joint ventures efficaces et favorables à la mise en œuvre de projets et programmes d'eau et d'assainissement efficients. Les acteurs nigériens intéressés, notamment les porteurs de projets et les investisseurs, sont priés de prendre attache soit avec le secrétariat général du ministère de l'hydraulique et de l'environnement, soit avec la représentation d'EAA au Niger, située à la cité chinoise. Ouverture ce matin à Niamey des travaux d'un atelier sous-régional sur la problématique transfrontalière au Sahel. L'objectif de l'atelier est de renforcer les capacités des pays participants à assurer la sécurité des frontières. C'est le ministre de la Justice qui a présidé la cérémonie d'ouverture en présence du ministre de l'Intérieur, Moudanchourou Oumajamila et Hamanse. Cet atelier, le 3e du genre, regroupe une 60aine d'experts en sécurité de frontières. Des experts représentant les pays participants, dont entre autres les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, les Émirats arabes unis et la sous-région. Ils vont 2 jours durant échanger sur la problématique transfrontalière au Sahel. La question de la gestion efficace de la sécurité aux frontières reste un défi aussi bien pour les pays développés que pour les pays en voie de développement. Les pays qui ont des frontières le long de zones rurales sur des milliers de kilomètres doivent consacrer des ressources considérables à la fois en hommes et en technologie pour se protéger de manière adéquate contre les entrées illégales à partir de ces zones. Un atelier au thème pertinent vu le contexte sécuritaire actuel. Cet atelier vient à point nommé pour 2 raisons essentielles. La première tient aux menaces graves qui planent sur notre sous-région depuis au moins une décennie, et la seconde est liée à la quête devenue urgente de la coordination des solutions nationales, régionales et internationales. Dans les 2 cas, les États et le gouvernement explorent des solutions efficientes pour faire face efficacement à la criminalité transfrontalière et au terrorisme. Le thème de l'atelier qui nous réunit aujourd'hui est donc d'une grande pertinence et notre pays est au fait des enjeux autour de la question. C'est pourquoi il a pris des dispositions pour assurer une meilleure surveillance du territoire, même si beaucoup reste à faire. En plénière et en commission, les participants vont durant ces assises échanger sur des sujets relatifs à la sécurisation des frontières au Sahel. L'on peut citer par exemple les priorités en matière de sécurité aux frontières, les lacunes et les impératifs et recommandations pour exercer le droit de poursuite. Cérémonie de passation de commandement hier à la 321e CCAS de Zender entre le lieutenant-colonel Adou Mouanta, commandant sortant, et le capitaine Ali Sabo Kaka, commandant entrant. Compte rendu Moustapha Bouji et Ali Abdou. Sur la place d'armes de la 321e CCAS de Zender, située dans l'enceinte du poste de commandement de la zone 3, qui a servi de cadre à la cérémonie à laquelle ont participé le colonel Mahmoud Sédou, commandant de la zone de défense numéro 3, le président du conseil régional des Zender, le secrétaire général adjoint de la région, les officiers, sous-officiers et hommes du rang. Après quelques formalités militaires entrant dans de pareilles circonstances, le fanion de commandement a été remis au capitaine Ali Sabo Kaka par son prédécesseur, le lieutenant-colonel Adou Mouanta, qui s'exprima en ces termes. Gradés et soldats de la 300
21e compagnie de commandement d'appui et de services. De par le président de la République, vous reconnaîtrez désormais comme chef ici présent le capitaine Ali Sabo. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service. L'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et les succès des armes du Niger. Né en 1959 à Douchi, marié et père de 5 enfants, le tout nouveau commandant de la 321e CCAS des Inders est entré en service le 1er octobre 1979. Après sa formation de base à Tondibia, il a suivi plusieurs stages, séminaires, ateliers, servi dans d'énormes garnisons et occupé des postes de responsabilité. Le capitaine Ali Sabo Kaka a également effectué plusieurs missions à l'extérieur dans le cadre du maintien de la paix et bénéficié des décorations. Témoignages officiels du ministère de la Défense, officier dans l'ordre du mérite du Niger et médaille des opérations extérieures. Cérémonie de remise hier à Sakwara, département de Tillabéri, de matériel et médicaments au district sanitaire de la région. C'est le préfet du dit département qui a présidé la cérémonie. Compte rendu Abdoulaye Soumana et Amadou Ibrahim. Ce don de l'ONG Plan Niger d'une valeur de 2 millions de francs CFA, Plan Niger, cette ONG qui œuvre inlassablement pour le développement de la région de Tillabéri, se compose de 200 boîtes de dioxycyline, 100 boîtes de ciprofloxacine, 1000 cathéters, 20 kg de coton, 50 rouleaux de sparadrap, 3 flacons de bétadine, 250 bidons d'eau de javel, 250 poches de rongeurs, 200 perfuseurs et 20 kits de gants en vrac. Il permettra de renforcer les capacités opérationnelles du district sanitaire de Tillabéri à prévenir et à faire face à l'épidémie de choléra qui sévit dans le département depuis le 22 septembre dernier. Dieu merci, il y a eu plus de peur que de mal. Sur les 26 malades admis au site d'isolement du CSI de Sakwara, il ne reste plus que 2 malades qui observent leur convalescence. En réceptionnant ce dont le préfet du département de Tillabéri a exprimé ses sincères remerciements à l'ONG Plan Niger pour tous les efforts déployés dans la recherche de l'amélioration des conditions de vie des populations dans le département de Tillabéri et sa prompte réaction à la requête du district sanitaire de Tillabéri. Sadou Oumarou a rappelé la place qu'occupe le volet santé dans le programme de renaissance du Niger et les importants moyens déployés par l'État et ses partenaires pour son développement. Il a exhorté les responsables sanitaires à faire un bon usage de cet appui et les populations à multiplier les prières pour que le Tout-Puissant nous épargne de toute calamité, mais aussi assiste le Niger, ses dirigeants et son peuple. Le directeur régional de l'ONG Plan Niger a quant à lui cité toute l'importance de cette cérémonie. Dandi Kié a rappelé les importants efforts déployés par son ONG dans la région de Tillabéri depuis son installation en 2004. Il a réitéré ses sincères remerciements aux autorités régionales pour tout le soutien dont a bénéficié son ONG dans l'accomplissement de sa mission à Tillabéri. Le médecin-chef de l'hôpital du district de Tillabéri et le chef de village de Sakwara se sont succédés pour exprimer toute leur reconnaissance à l'ONG Plan Niger pour cet appui hautement significatif. Les résultats de l'étude sur les 20 ans du Code rural, objet depuis hier d'un atelier régional de restitution, entre autres problématiques diagnostiquées par cette étude dans la région d'Agadez, l'accaparement des terres pastorales et la cohabitation des activités minières et production pastorale. Compte rendu Hachim Mohamed et Ibrahim Madikou. 3 importantes allocutions ont été prononcées à l'ouverture des travaux placés sous la présidence du gouverneur de la région, le colonel-major Garba Mekidou. Prenant la parole les premiers à cette occasion, le maire de la commune urbaine d'Agadez a souhaité la bienvenue aux participants venus de toutes les communes de la région. Rissa Feltou a formulé le vœu que cette rencontre d'échange sera couronnée de succès. Abondant dans le même esprit, le représentant du ministre de l'élevage, venu à Agadez pour la circonstance, a fait d'abord la genèse de la mise en œuvre du Code rural depuis les années 80, en mettant l'accent sur la sécurisation des droits d'accès à la terre et la gestion durable des ressources naturelles rurales. Il lui a vocation de rappeler que le gouvernement du Niger a engagé un vaste processus de consultation et d'échange participatif sur la gestion des questions foncières avec l'adoption du 2 mars 1993 de l'ordonnance fixant les principes d'orientation du Code rural. Mais a reconnu les représentants du ministre de l'élevage, beaucoup reste à faire pour mettre en œuvre de façon pleine et effective cette loi 20 ans après le lancement de ce processus. En effet, devait préciser l'intervenant, l'application des principes d'orientation du Code rural ne se fait pas sans quelques difficultés, tant sur le plan juridique et institutionnel que sur le plan de la sécurisation et du partage du processus. C'est donc dans la perspective de corriger ces lacunes
que la présente étude a été confiée par le gouvernement à un groupe de consultants comprenant des juristes et des sociologues du haut niveau, avec comme objectif évaluer les impacts de ces dispositifs, mais aussi à lui apporter éventuellement les réformes nécessaires en étroite collaboration avec les populations, de manière à créer les conditions d'une gestion plus pacifique et rationnelle des ressources par les acteurs ruraux. Aussi, le représentant du ministre de l'Élevage empêché n'a pas manqué de faire remarquer au terme de ses propos que malgré les immenses ressources et les énormes potentialités dont regorge la région d'Agadez, la mise en œuvre de cette noble ambition ne peut se concrétiser que dans un cadre mieux organisé où règne la quiétude sociale sans laquelle aucun développement économique et social n'est possible. En ouvrant officiellement les travaux de cet atelier de restitution, le gouverneur de la région d'Agadez a vivement remercié les partenaires techniques et financiers, notamment le COGERAT, le Pacte et la coopération allemande GIZ, qui ne cessent d'apporter leur appui dans l'accompagnement de la mise en œuvre du Code rural au Niger et en particulier dans sa région. En abordant ensuite les problèmes mis en exergue par cette étude, le gouverneur d'Agadez a déclaré que la région qu'il dirige, en évidence, ne connaît pas la problématique de délimitation des balisages de passage ou des aires de pâturage, la zone étant pastorale. Mais il n'en demeure pas moins, dira le colonel-major Garba Mikido, qu'il est nécessaire de préserver les bases de production pastorale, comme énoncé par la loi 6105 sur la limite nord des cultures par l'État. Au regard de ces enjeux capitaux, le gouverneur de la région d'Agadez a invité les participants à cette rencontre, autorités administratives, cadres techniques, sociétés civiles, de débattre sans passion des problématiques de la région, notamment sur les questions de la disponibilité des ressources hydriques en permanence, le fonçage anarchique des points d'eau, la problématique des cultures oisiennes et agropastoralisme, la cohabitation des activités minières et production pastorale, entre autres. À noter que peu après l'ouverture des travaux, le gouverneur de la région d'Agadez et les autres invités ont assisté à la première présentation du document animé par M. Adou Assadou, juriste, qui, dans un langage très accessible, restituait la synthèse du bilan de 20 ans de mise en œuvre de la politique foncière rurale au Niger. Enfin, la partie magazine de cette édition est consacrée à la conférence de presse du ministre de la Justice, garde des Sceaux, au cabinet du Premier ministre. Cette conférence fait suite aux importantes décisions adoptées au Conseil des ministres du lundi dernier. Marou Amadou est revenu sur la révocation du président du Conseil de ville de Niamey, Oumar Mouni Dogari. Bonne réception et bonsoir. Alors, je voudrais tout d'abord, c'est les journalistes, je ne vois pas de mesdames, remercier d'avoir répondu à notre invitation pour la présente conférence de presse et qui était au demeurant annoncée à un de ces points par le communiqué ayant sanctionné le Conseil des ministres d'hier lundi 30 septembre 2013 et qui avait adopté, vous l'avez désormais su, d'importantes mesures législatives, réglementaires et individuelles. S'agissant des mesures législatives, deux projets de loi importants ont été adoptés, à savoir un projet de loi portant deuxième rectification de la loi de finances 2013 qui avait pour l'essentiel pour objet de tenir compte des conclusions du dialogue FMI-gouvernement du mois de juillet et de prendre en compte des recettes substantielles tirées de l'exploitation pétrolière. Si vous voulez, les résultats des négociations avec nos partenaires dans le cadre de l'exploitation pétrolière, sans oublier la prise en compte de la nouvelle configuration de l'équipe gouvernementale née du remaniement d'août passé, ainsi que l'installation des hautes juridictions, notamment la Cour de cassation et le Conseil d'État. Le deuxième projet de loi à mes yeux très important et qui mérite nos commentaires à l'occasion de cette conférence de presse,
c'est sans doute l'adoption du projet de loi relatif à la loi des finances 2014 qui, et il faut le dire tout de suite, s'il est vrai que le ministre des Finances plus tard va vous en donner quelques explications, mais qu'il y a quelques chiffres, dont il me plaît ici de vous en donner la teneur. C'est des ratios assez importants et qui prouvent, si besoin est, que le programme de Renaissance a véritablement atteint sa vitesse de croisière. Que dis-je plus que cela, étant entendu que le programme de Renaissance, vous vous rappelez, est bâti sur des prévisions financières de 6 000 milliards de francs CFA sur 5 ans, soit 1 200 milliards prévus pour chaque année, avec un ratio 50% de recettes internes et 50% de recettes externes. Déjà en 2013, nous avons dépassé ce cap-ci de 1 200 milliards. Et véritablement, si je reviens sur le grand bond d'environ 1 800 milliards que va atteindre la loi de finances 2014, c'est pour essentiellement dire que, sur un point très important à mon avis, cette loi fait exception, ou en tout cas nous honore, parce que si les promesses du président de la République dans le programme de Renaissance étaient 50% de recettes internes, nous sommes désormais passés à près de 64% de recettes internes. Si en matière de budget d'investissement, on s'engageait à réaliser 50%, l'actuelle loi de finances fait ressortir 59,53% au titre du budget d'investissement, avec un effort supplémentaire pour les 6 secteurs prioritaires d'environ 170 milliards de progression, notamment sécurité et justice, éducation, santé, développement rural, infrastructures et équipements énergétiques et enfin hydraulique et environnement. Le budget a tenu compte de certaines revendications des travailleurs, notamment en matière d'ITS, et nous passons ainsi du bulletin unique aux 3 bulletins qu'ils nous ont demandés. Tout ceci est dans le souci effectivement de préserver la paix sociale si nécessaire à la mise en œuvre du programme de Renaissance. Mais ce n'est pas tout. Le gouvernement s'engage pour réaliser totalement cette loi de finances, à informatiser l'ensemble des régies financières, à contrôler les effectifs des travailleurs et poursuivre les mesures d'assainissement, traitement des contentieux si nécessaire, à un meilleur rendement des efforts des travailleurs nigériens et de l'ensemble des populations de ce pays. Je passe, puisque c'est le point qui est attendu, à la deuxième partie de mon intervention, qui est relative à la révocation du président du conseil de ville de Niamey, M. Umaru Moumouni Dogari, et qui était déjà annoncé, dis-je tout à l'heure, par le communiqué sanctionnant le conseil des ministres. Sur ce point, mon propos s'articulera autour de 3 axes essentiels, à savoir les faits, les violations des lois et règlements en vigueur, le fondement, le sens et la portée de la décision de révocation. S'agissant des faits, convient de retenir que c'était le 20 août 2012 que le président du conseil de ville de Niamey a donné en affectation hypothécaire sa résidence officielle et le garage municipal de la ville de Niamey, et ce, en garantie du remboursement de tous les engagements souscrits ou à souscrire par la ville auprès d'une banque de la place appelée BESIC, à hauteur de 2,3 milliards, dont 300 millions de facilités de caisse et un crédit d'investissement de 200 millions, sans oublier des frais devant couvrir des découvertes et autres avances déjà octroyées. C'était si récemment, le jeudi 26 septembre 2013, que l'information fut portée à la connaissance du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires religieuses et coutumières.
vérification faite, le Conseil de ville ignorait tous ces faits et actes du président du Conseil. Des violations des lois et règlements en vigueur. Sur ce point, il convient de noter que, lus ensemble et à la lumière des textes nationaux en vigueur, notamment le décret numéro 86-196/PCMS/MF du 26 décembre 1986, les articles 190, 191 et 192 de l'acte uniforme de l'OHADA du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés s'opposent radicalement à l'hypothèque de biens pour lesquels le constituant n'a que des droits d'usage et d'habitation. Ces droits ne peuvent être cédés. Qui plus est, les biens, même publics, même du domaine privé de l'État, sont insaisissables par nature. Deuxième violation, à mon avis, de la loi, c'est qu'en matière d'emprunt des collectivités territoriales, la législation nationale est plus qu'explicite. En effet, l'article 36 de l'ordonnance numéro 2010-54 du 17 septembre 2010 portant Code général des collectivités territoriales de la République du Niger, ainsi que les articles 2, 3, 4, 5, 6 du décret numéro 2378/PRN/MI/D du 18 juillet 2003, déterminant les conditions dans lesquelles la région, le département ou la communauté urbaine peuvent contracter des emprunts sont tout à fait clairs et je vais vous en donner lecture si vous le permettez bien. L'article 2 de ce décret, ou si vous voulez, avant cet article 2, je préfère vous donner lecture de l'article 30 de l'ordonnance précitée. Alors, 36, portant Code général des collectivités, dit le conseil municipal délibère, notamment dans les domaines suivants. Je vais vous faire l'économie de certains secteurs tels que la politique de développement de la commune, la création, la gestion d'équipements collectifs, la création des services d'intérêt communal, hygiène publique et assainissement, gestion domaniale et foncière, pour vous entretenir des dispositions de son point 6, gestion administrative et financière de la commune, pour lesquelles donc les délibérations du Conseil sont requises. Il s'agit de tout ce qui concerne les budgets et comptes, la création d'impôts et taxes rémunéatoires, fixation des taux des impôts et taxes communaux dans le cadre des bases et des maxima fixés par la loi des finances, institution de redevances sur les prestations des services communaux, acceptation et refus des dons, subventions et legs, autorisation donnée aux maires de présenter des demandes de financement auprès du ou des fonds mis en place en application de la législation en vigueur, ainsi qu'auprès de partenaires nationaux et internationaux dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement de la commune, et le tiré qui nous intéresse, emprunt. Emprunt, donc, en matière d'emprunt, les délibérations du conseil municipal sont forcément requises. S'agissant des dispositions du décret 2003-118, ces articles 2 et suivants disposent ce qui suit. Article 2. La région, le département, la commune et la communauté urbaine peuvent contracter des emprunts pour les motifs suivants. La couverture des dépenses inscrites à leur budget d'investissement, c'est important de noter ça. On ne parle pas de budget de fonctionnement et vous avez vu, lorsque je rappelais les faits, que 300 millions ont été empruntés pour des facilités de caisse. Il ne s'agit donc pas là du respect de cet article 2.1. Article 2.2. Le financement de leur quote-part en cas d'association avec d'autres régions, départements ou communes pour réaliser des œuvres ou services d'intérêt commun. Le financement de leur engagement dans l'exécution d'un contrat plan avec l'État. Le financement de leurs engagements dans l'exécution des contrats, arrangements et ou conventions d'intérêt commun qui les lient avec des personnes morales de droit public autres que l'État, les régions, les départements et les communes
le financement de leurs engagements dans le cadre de la coopération décentralisée. Article 3. La région, le département, la commune et la communauté urbaine peuvent contracter les 3 types d'emprunts ci-après: les crédits bancaires ou emprunts octroyés par d'autres organismes financiers, les emprunts publics par émission d'obligations, les emprunts intercollectivités. Article 4. Et c'est important de noter ça, hormis les emprunts publics par émission d'obligations, la région, le département, la commune et la communauté urbaine sont tenus de contracter auprès de l'établissement bancaire spécialisé, c'est bien au singulier, dans le financement des investissements des collectivités territoriales à l'exclusion de tous les autres organismes financiers et collectivités prêteurs. Hier, c'était, s'il faut faire une lecture de cet article 4, c'était la CPCT. Actuellement, c'est l'ANFIC, l'Agence nationale de financement des collectivités territoriales. Ce que nous sachions, BESIC n'est pas la banque spécialisée dont parle cette réglementation-là. Alors, je vais vous faire l'économie des dispositions de l'article 5 et 6. Je pense que sur ce point-là, les dispositions peuvent vous édifier suffisamment. Alors, pour revenir à ce propos, je disais que l'ensemble de ces dispositions légales et réglementaires, comme je viens de vous en faire l'exposé, ont été ignorées par le président du Conseil, son notaire et son banquier. Si le président du Conseil l'ignorait, ni son notaire, encore que lui-même n'a pas le droit de l'ignorer, le simple citoyen n'est censé ignorer la loi, son notaire et son banquier ont tous ensemble ignoré ces dispositions de l'ordonnancement juridique de notre pays. En outre, comme je l'ai dit tout à l'heure, même au cas où il y a eu délibération du Conseil de ville portant sur les emprunts et garanties d'emprunt, ces délibérations sont nécessairement soumises à l'autorisation préalable de l'autorité de tutelle. En l'espèce, le Conseil de ville, ce doit être le gouverneur de la région de Niamey. À notre connaissance, cette formalité n'a pas été non plus respectée. Alors, mon troisième point, je parlais du fondement, sens et portée de la décision de révocation. Fondement légal. Cette décision a pour base légale l'article 63 de l'ordonnance numéro 2010-54 du 17 septembre 2010 portant Code général des collectivités territoriales de la République du Niger. Je vais vous en donner lecture. L'article 63 dit: sans préjudice des sanctions pénales, le maire et le ou les adjoints peuvent, en cas de faute grave, être révoqués par décret pris en Conseil des ministres sur rapport du ministre chargé de la tutelle des collectivités territoriales. Sont considérés comme graves, pouvant entraîner la révocation prévue à l'alinéa 1er, les fautes ci-après: détournement des biens et ou des deniers publics dûment constatés par les services compétents, concussion et ou corruption, prêts irréguliers d'argent sur les fonds de la commune, faux en écriture publique et usage de faux, endettement de la commune résultant d'une faute de gestion. Et peut-être pour le besoin de l'information, je peux aller plus en avant. Refus de signer et ou de transmettre à l'autorité de tutelle une délibération du conseil municipal, refus de convoquer et de réunir le conseil municipal conformément aux textes en vigueur, spéculation sur l'affectation des terrains publics, les lotissements, les attributions de parcelles, les permis de construire, absence de plus de 3 mois consécutifs pour des raisons autres que celles relatives à l'intérêt de la commune ou de santé, condamnation pour des faits et actes punis par la loi, à l'exception des contraventions de simple police ou des délits d'imprudence, hormis les cas de délits de fuite concomitant. Voilà la base légale, si vous préférez réglementaire, du décret pris en Conseil des ministres. En l'espèce donc,
l'acte posé par le président du conseil de ville de Niamey tombe sous le coup de faute grave caractérisé ici par le 5e tiré de cet article 103, en l'occurrence l'endettement de la commune résultant d'une faute de gestion. D'où il suit que cette sanction administrative est conforme à la loi. Ça, c'est portée de la décision. Sachez, et il faut le savoir, que le gouvernement n'avait d'autre choix que de prendre cette décision. Il faut le savoir. Si le ministre de l'Intérieur, chargé de la décentralisation, s'asseyait sur ce dossier, c'est lui qui aurait été responsable devant la Haute Cour de justice pour violation d'une obligation légale, celle de faire rapport au Conseil des ministres des dits faits et soumettre le projet de décret à son approbation. Conclusion, le gouvernement a fait son devoir, rien que son devoir. Et j'ai envie de dire que la loi est dure, mais c'est la loi. Donc, le président du conseil de ville devait exercer un recours, il le fera lorsque d'abord ce décret lui sera notifié. Pour qu'il lui soit notifié, il faut qu'il soit signé par le président de la République, publié au journal officiel, et en tout cas, ce qui est important dans le cas d'espèce, c'est la notification. À l'instant où, le trouvant à son cabinet, à la mairie de Niamey, on lui notifie cette décision s'appliquera. Il cessera donc d'être maire, cessera d'être président du conseil de ville, et son intérim sera assuré conformément aux lois. Et quant à votre question relative au président du conseil de ville de Maradi, qui aurait fait l'objet d'un rapport de la Halcia, ce rapport n'est pas encore bouclé, même s'il a fait l'objet de publication, n'est pas définitivement clos. Mais je puis vous dire qu'une fois ce rapport transmis, les mesures qu'imposent les circonstances seront prises à l'égard de ce maire comme de tous les maires qui seront dans ces cas-là. C'est pour cela qu'il faut, à mon avis, dire, puisque inutile de dire que beaucoup de circonstances ont permis de savoir les faits que nous avons su au Conseil de ville de Niamey. Tous ceux dont les cas seront connus par les autorités compétentes feront des traitements et de la même rigueur, mais conformément à la loi. Conformément à la loi. La loi, comme je l'ai dit, je vous ai donné à la fois l'énoncé des lois que des règlements en vigueur. Il s'agit de voir les faits qui sont en cause et d'appliquer la loi. Si c'est une mesure de suspension qu'imposent les faits au regard de la loi, c'est ça qui sera fait et par qui de droit. Si c'est la révocation qui est encourue, c'est ça qui serait fait à la lecture de la loi. Vous savez, quand on dit emprunt, c'est des papiers écrits. Il y a les signatures de tout le monde. Je vous l'ai dit, du banquier, du notaire, du constituant. Ce qu'il fallait vérifier, simplement, c'était oui ou non s'il y avait une délibération du conseil de ville. Encore que même dans ce cas, je suis désolé de le dire, même si tout le monde s'était entendu pour s'asseoir sur la loi, ça ne marchera pas. Puisque la loi a dit ce sur quoi le conseil peut délibérer et comment il doit délibérer. La loi a été suffisamment exhaustive. C'est-à-dire que le conseil doit délibérer conformément aux énumérations de la loi, conformément aux procédures, et si un des points manque, si le conseil délibère sur un point que la loi n'a pas autorisé, ici en l'espèce quand nous prenons les 300 millions de facilités de caisse, c'est nul et de nul effet. Ça ne protégera pas. Ça aurait nécessité, disons,
le débarquement, au moins de par la loi, du maire et de ses adjoints. Et vous demandez, cette décision a été prise à quelques jours d'une motion de défiance. Je l'ai évoqué tout à l'heure. J'ai dit peut-être que la découverte le 26 septembre passé a été simplement rendue possible par les fissures, effectivement, suscitées par cette annonce de motion de défiance qui a fait connaître beaucoup des aspects de la gestion du Conseil de ville. Mais il n'en est pas la cause, puisque une fois qu'on l'a su, on ne peut pas dire une loi adoptée par l'Assemblée nationale doit attendre une délibération d'un Conseil. L'Assemblée nationale, à mon sens, c'est elle qui adopte les lois, et on ne doit pas dire oui, la loi attend qu'on permette que des conseillers se réunissent pour prendre une décision. La loi est très claire, et je vous ai dit, le ministre de l'Intérieur, lui, pour sa propre sécurité, avait le devoir d'introduire un Conseil des ministres et d'urgence avant que ça ne soit su. Parce que si c'est su, et le ministre de l'Intérieur et le gouverneur de la région de Niamey auraient pu être indexés, chacun devant son juge naturel, pour n'avoir pas exercé la tutelle légale qu'il devait exercer en l'espèce.